Civic-Tech. Quelles sont les pistes de solutions, de collaboration qu'on pourrait envisager pour permettre l'usage d'un parrainage citoyen beaucoup moins problématique comme on l'a vécu lors des précédentes élections? Je ne sais pas qui parmi vous aimerait... Je peux répondre à cette question. Oui, Nati Seydi. Juste, en fait, c'était dans mes notes, il faut faire une différenciation en fait des deux composantes que sont la e-démocratie et la e-gouvernance. Quand on parle du parrainage, en fait, c'est ce qu'on appelle la e-gouvernance. C'est tout procédé en fait de digitalisation des services du pouvoir public. C'est ce qu'on appelle la GovTech. Et c'est là où on rentre en vigueur ce dont parlait Cher, l'Open Gouv. C'est ce qu'on appelle la GovTech, ce qui est complètement différent aujourd'hui de la Civic-Tech, qui est des projets portés par des citoyens. Donc c'était juste en fait ce petit amalgame que je voulais apporter, corriger en fait pour que les gens puissent différencier, parce qu'il y a deux composantes dans cette nouvelle stratégie de digitalisation de la démocratie et de la transparence. Donc on a la e-gouvernance, qui là où vient tout ce qui est transparence, bonne gouvernance, etc., en utilisant les technologies du numérique. Et il y a aussi la partie qu'on appelle Civic-Tech, où ce sont les citoyens eux-mêmes, donc quand on parle du Sénégal, qui utilisent la technologie pour faire la promotion de l'engagement citoyen dans le but d'avoir une accountabilité, c'est-à-dire une redevabilité auprès des pouvoirs publics pour qu'eux-mêmes aient cette politique en fait de e-gouvernance. Merci Nati. Je rappelle que Nati nous a accompagnés durant notre tournée au sud du Sénégal et il nous a beaucoup aidé à animer les forats et les agoras que nous avons organisés avec les populations. Il y avait une question de Ibrahim Olissafei qui disait qu'en dehors des réseaux sociaux, pourquoi nous n'avons pas collaboré avec des dynamiques locales qui ont un ancrage local? Peut-être nous faire vite, je vais y répondre. Et moi, j'ai participé à l'ensemble de nos tournées. En fait, l'idée de départ, c'était de contacter des associations locales qui ont un ancrage local. On l'a fait à Saint-Louis, on l'a fait à Kaolack, à Tamba, à Kolda et à Ziguinchor. On a bel et bien collaboré avec des associations locales qui connaissaient mieux les réalités. Et pour la mobilisation, nous nous sommes apaisantis sur ces associations locales. Pourquoi ça n'apparaît pas réellement dans le projet? C'est tout simplement parce que cette partie-là ne figure pas réellement dans l'ADN du projet Sénégal Vote, qui, je vous le rappelle, est un projet Civic-Tech au départ. Lorsqu'on le gribouillait, lorsqu'on écrivait les grandes lignes, c'était quelque chose de focus sur Internet. C'est au fur et à mesure qu'on le développait que l'idée de faire des activités terrain est apparue. Il y a une question spécifiquement adressée à Djali Badian, représentativité des femmes. Pourquoi c'est la seule femme du groupe? Je suis tellement habituée à être la seule femme du groupe que finalement, quand je suis dans un groupe d'hommes, je me fonds dans eux. Donc finalement, je suis leur frère. Je ne suis pas ton frère, quoi. Ouais. D'accord. Mais en fait, il faut dire que j'ai eu la chance aussi dans tous les projets où j'étais la seule femme d'être accompagnée par des hommes de valeur qui ont pris soin de moi, qui ont pris soin du projet et qui ont accepté que je prenne, entre guillemets, le lead sur les activités ou autre chose. Ils peuvent témoigner que je suis chiante, je parle beaucoup, je gueule beaucoup et ils ne se sont jamais plaints. Ce sont des hommes de valeur, comme dans tous les projets où j'ai eu la chance d'être. J'ai eu cette chance-là, d'avoir des hommes de valeur avec moi. Finalement, je me fonds dans eux et je deviens leur frère. Le travail n'est pas compliqué parce que c'est souvent des hommes. Abdoulaye, c'est notre juriste maison et on se connaît souvent beaucoup. Mais c'est des gens on discute, on parle. Ça n'a pas été trop compliqué de trouver certains consensus. Ça n'a pas été compliqué d'arriver à trouver le juste milieu dans tout ce que nous voulions faire. Parce que il faut se dire qu'on a tous voulu bien faire. La participation des femmes, dans tous les Pencum Sénégal Vote, il faut le dire aussi, on a eu plus de femmes que d'hommes. Les femmes votent, les femmes mobilisent. Maintenant, derrière, les femmes votent et mobilisent pour qui? C'est ça la problématique. Mais la participation des femmes au Sénégal,
Les femmes viennent à nos manifestations, les femmes s'informent sur le processus électoral, les femmes s'informent sur les candidats et les femmes mobilisent au niveau des élections. Maintenant, derrière, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on désagrège le fichier électoral parce que sur le fichier électoral, il est impossible de savoir le nombre de femmes qui votent. Ça, pour moi, la DG a un énorme travail de fond à faire sur le fichier électoral et il faut qu'on puisse continuer à influer les femmes pour qu'elles fassent la mobilisation et le vote utile. Je pense avoir répondu. Merci. Et pour terminer, juste un grand sel. Le féminisme, c'est plus un état d'esprit qu'une question de sexe. Il y a une question de Mohamed Diop qui parlait du financement. Abdoulaye. Alors, tu peux terminer. Pression, influence des hommes politiques. Je peux répondre? Juste, il faut dire que le casting du projet Sénégal Vote a fait que c'est pas parce qu'on nous craint, mais on a des têtes quand même que les gens connaissent à travers nos prises de position, à travers tout le travail que nous faisons. Nous avons eu des menaces quand même. On a eu des mails, surtout durant la période de publication des résultats. Mais de propositions de part et d'autre, il n'y en a pas eu d'officiel vraiment, quoi. C'était surtout séparé. Nous, on n'a jamais travaillé en mode séparé, on a toujours travaillé en mode groupe. Et nos têtes font que, et nos backgrounds ont fait que, même si les gens essaient, ils ne vont pas oser jusqu'à poser quelque chose sur la table. Donc, on n'a pas eu vraiment de problème sur ce sujet. Maintenant, durant la phase de publication des résultats, vraiment, ça a été beaucoup de stress. Ça a été beaucoup de critiques, ça a été beaucoup de sabotage qu'on a pu gérer chacun de notre côté à un moment donné. Moi, ça m'a fait pleurer parce que c'était 7 mois de boulot, que quelques personnes se disaient que on avait reçu des sous ou autre chose. Mais je vous parie que si j'avais reçu des sous de Macky Sall, je ne serais pas là, quoi. Surtout 300 milliards. Merci. Juste avant d'ouvrir la liste, j'avais posé une question à nos panélistes parce que je pense qu'il est important aussi de leur donner la parole. Et je vais poser une question concernant l'essor des civic tech. A-t-il un lien avec les conséquences ou la faillite de la démocratie représentative? Ce serait important aussi de leur donner la parole pour qu'ils s'expriment par rapport à cette question. Cher Nino, tout de suite, oui. Il y a deux micros qui sont ouverts. Il faut qu'ils ferment. Merci, mais je pense que lui, il a une question aussi. Oui, donc il pourra répondre tout à l'heure. C'est une réponse à une faillite. Toute nouvelle initiative répond à un besoin ou répond à une demande. Et la demande ici, c'est de la démocratie, c'est plus de démocratie, plus de citoyenneté. Cette réponse se formule sur 3 axes. Et c'est l'essence même du citoyen. Le premier axe, c'est la participation. Le citoyen doit participer à la construction de la démocratie et à la construction même de la société. Le fait de sortir de chez toi pour aller faire ta carte d'identité, c'est une forme de participation. Tu pouvais prendre la décision de rester chez toi. Après la participation, le deuxième axe, c'est l'interpellation. Quand tu décides d'être acteur, parce que tu as une carte, tu as une identité citoyenne, civique, tu dois interpeller ceux qui sont censés organiser cette forme de société-là, cette forme d'organisation qui est la démocratie, qui est la gouvernance. Et au niveau de cet axe-là, on voit l'impulsion maintenant des dynamiques citoyennes qui deviennent de plus en plus des communautés qui sont des forces d'interpellation. À chaque fois quelque chose doit se faire et qu'on se dit que non, c'est pas du tout bon pour notre démocratie, tu vois des groupes et des gens s'organiser et dire non. Donc cette force d'interpellation est l'essence même de la société civile. Par contre, il y a un troisième axe que les gens souvent oublient, c'est la proposition. Quand on finit de participer, qu'on finit d'interpeller, il faut aussi proposer, la force de proposition. Donc cette force de proposition est la réponse maintenant
au problème identifié au départ. Donc le manquement d'une démocratie représentative ne peut être résolu que par la force de proposition de la société civile qui va venir en appoint, aider les gouvernants, aider l'administration à leur dire, écoutez, il y a de nouveaux outils, il y a de nouveaux systèmes, il y a de nouvelles formes d'organisation citoyenne, d'organisation de la démocratie. Prenez les outils, nous avons les compétences, nous avons les réseaux, on va les mettre à votre disposition. Et c'est là qu'intervient maintenant ces nouvelles dynamiques comme l'OGP, comme le point sur les ODD, où on demande à la société civile d'être acteur et partie prenante d'un dispositif de construction d'une démocratie. Et donc, c'est ce qui peut constituer la réponse, selon moi. Merci. Merci, Charles. Et je ne sais pas s'il y a un autre rebondissement. Oui, c'est bon. Rapidement, l'autre disait que la démocratie n'est pas le meilleur des régimes, mais le moins pire des régimes. Et ça, j'avoue que je ne peux pas faire, sincèrement, scientifiquement, l'éloge extraordinaire de la démocratie parce que ça reste dans nos imaginaires, la démocratie. Et il faut la fabriquer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les civic textes sont-elles une réponse à la faillite de nos démocraties? La première chose, c'est que ce n'est pas la démocratie représentative elle-même, partout, est en faillite. Parce qu'elle est prise en otage par des classes, par les élites intellectuelles, par les élites économiques, par les groupes organisés qui tiennent en otage les populations ou les peuples parce que tout simplement ils comprennent et ils ont l'appareil. Donc la démocratie représentative elle-même est prise en otage, est en faillite. Mais les explications les plus opérationnelles que l'on peut donner sont relatives à la faillite de l'État dans la prise en charge des attentes des citoyens. Aujourd'hui, l'État est concurrencé. Ça, c'est partout dans le monde. L'État est concurrencé dans sa prise en charge des préoccupations citoyennes. Il y a aussi une exigence citoyenne qui est nouvelle, qui est due au niveau d'instruction. L'école a beaucoup fait. Troisième explication, la mondialisation des pratiques numériques. C'est ça aussi, c'est une réalité. Les Sénégalais font ce qu'ils vont voir ailleurs. Ce que les autres voient ici au Sénégal, ils le font. Il y a également les formes de militantisme, de mobilisation et de participation citoyenne qui sont nouvelles et qui sont issues, et dont le support fondamental est le numérique.